Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas pu, avec le nombre de présents, de donner des cours sur la régression logistique. Mais comme il est prévu de donner des cours lundi et mardi avec le doctorant, donc le mardi, la séance sera consacrée à la régression logistique pour le doctorant, avec les démonstrations, avec les applications. Et je vais essayer même de préparer une note de cours pour faciliter la compréhension. Donc, je vais essayer de partager avec vous cette communication qui porte sur les dimensions économiques de l'autonomisation des femmes et du dividende démographique. Ce sujet représente l'un des sujets également importants de notre unité. Comme je viens de dire, l'unité de recherche macroéconomique, croissance et développement est chargée d'accompagner l'Observatoire national des dividendes démographiques, le programme SWED, le projet SWED pour produire des rapports, la Profit Mauritanie pour les dividendes démographiques et également le rapport sur les NTA. Et nous avons commencé la formation, on va le continuer la semaine prochaine sur les aspects techniques qui permettra à nos chercheurs de répondre aux besoins de nos partenaires, l'ONDD et SWED. Nous avons également des doctorants et des doctorantes qui travaillent sur l'autonomisation des femmes. Et donc nous avons déjà soutenu un mémoire sur le dividende démographique, sur l'autonomisation des femmes et la microfinance, et femmes et développement, enseignement supérieur, femmes et croissance économique. Il y a des sujets qui ont été traités. Aujourd'hui, on va voir les dimensions économiques de l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques. Et je vais commencer par ce poème qui parle d'une situation très grave pour les femmes qui n'arrivent pas à assurer l'autonomie financière. لقيتها ليتني ما كنت ألقاها تمشي وقد أثقل الإملاق وممشاها أثوابها رصة والرجل حافية والدمع تذرفه في الخد عيناها بكت من الفقر فاحمرت مدامعها واصفر كالورس من جوع محياها مات الذي كان يحميها ويسعدها فالدهر من بعده بالفقر أشقاها الموت أفجعها والفقر أوجعها والهم أنحلها والضم أضناها فمنظر الحزن مشهود بمنظرها والبؤس مرآه مقرون بمرآها كر جديدين قد أبلى عباءتها فانشق أسفلها وانشق أعلاها. Ça montre que les femmes pauvres, c'est-à-dire une fois où ils n'arrivent pas à dégager, de travailler et de dégager un salaire ou un revenu, ça c'est son avenir. Mais on peut également dire que le poète ici, d'une manière indirecte, ne reconnaît pas l'autonomisation des femmes parce qu'il a dit que مات الذي كان يحميها ويسعدها. Alors que la femme elle a également la possibilité de travailler et d'assurer la sécurité de sa famille. Et donc, d'une manière indirecte, donc, notre poète ne reconnaît pas cette autonomisation des femmes. Il décrit une situation très difficile, mais il ne reconnaît pas la situation. Les femmes effectuent de nombreux travaux non rémunérés. Et ça, parmi les éléments qu'on va aborder dans le NTTA, le profitant. Donc, les femmes effectuent de nombreux travaux non rémunérés. Il y a les tâches ménagères, il y a l'éducation des enfants, et qui ne figurent pas dans la comptabilité nationale. Donc, ils ne figurent pas dans les calculs du PIB. Nous avons déjà parlé des limites du PIB, produit intérieur brut. Le PIB mesure tout sauf ce qui fait de la vie vaut d'être vécu. C'est-à-dire, ne prend pas en considération la beauté de notre environnement, ne prend pas en considération la solidité de nos mariages, ne prend pas en considération le débat public. Ça, c'est dans la situation qu'on a déjà présentée. Donc, le travail non rémunéré ne figure pas dans le calcul économique du PIB.
il y a une nouvelle approche qui nous permet d'intégrer ça dans les comptes entiers. Cet temps important consacré à ce type d'activité réduit les chances d'éducation et de participation au marché du travail pour les femmes. C'est-à-dire, c'est une question d'arbitrage. La femme, par exemple, en grossesse avancée, avec des enfants, c'est donc il y a la mission à la maison. Comment faire l'arbitrage entre travailler, suivre la formation et en même temps répondre aux besoins de la famille. Donc, ça, c'est, je pense, parmi les éléments qui méritent d'être traités. Et dans chaque pays a sa particularité et également les réformes à mettre en œuvre pour dépasser cette situation. Donc, avec le temps consacré à la maison, la femme n'a pas le temps à réviser, n'a pas le temps suffisant, par exemple, à travailler, etc. Donc, la question n'a rien à voir avec ses compétences. Mais il y a la répartition des tâches au niveau de la société qui affecte négativement les femmes. En réalité, donc, il faut faire la différence entre l'approche, il y a le sexe et le genre. Le genre, c'est-à-dire que chaque société fait une répartition des tâches entre les hommes et les femmes. Si la société est rétrograde, cette répartition est inégalitaire et également les femmes souffrent. Mais l'objectif actuellement, c'est d'essayer de réformer, de revoir cette répartition entre hommes et femmes pour assurer l'équité. C'est vrai qu'il y a des éléments qui sont très sensibles liés à la religion. Pour nous, en tant que musulmans, tout ce qui est contraire à l'islam, la vie. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas l'accepter, mais il ne faut pas dire également que tout ce qui assure le maintien des rapports hommes-femmes actuels, nous, c'est de l'islam. Non. Il faut faire une analyse critique de la situation pour isoler ce qui appartient à la religion, on doit les respecter, mais ce qui appartient aux traditions, qui doit être modifié et réformé. Donc, pour qu'on avance dans notre processus de développement. Il réside donc une énorme différence de revenus entre les sexes et par conséquent l'absence d'équité et d'accès aux services économiques et politiques. Donc, si vous consultez le site ANSAD et les documents de comptabilité, vous allez voir que les producteurs, la plupart sont des hommes, les commerçants, la plupart sont des hommes, les jurys, la plupart sont des hommes. Ce n'est pas lié. Donc, pourtant, les femmes représentent 52% de la société. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui ne va pas. Pourquoi les femmes ne participent pas à 50%? Ça n'est pas lié à la religion. La religion respecte les femmes et donne la liberté. Il faut faire tout avec le respect de notre religion. Donc, il ne faut pas utiliser ça comme pour garder cette position inférieure des femmes dans notre société. Ça mérite d'être changé, modifié rapidement. Donc, l'inégalité est claire partout. Et pourtant, les gens parlent d'une place importante de la femme dans la société, mais ce n'est pas sur le plan économique. Et ça, c'est parmi les éléments de force et de l'autonomisation réelle. Surtout dans une société où il y a les femmes, donc il y a le taux de divorce qui est très élevé. Et donc, si la femme n'arrive pas à assurer une autonomisation financière, ça va créer tous les problèmes du monde pour cette femme et ses enfants. Quel est le résultat de cette inégalité? C'est le ralentissement de la croissance économique parce qu'il y a la majorité de la population qui ne participe pas activement à l'accumulation de richesses. Les femmes ne participent pas au développement et l'augmentation également de la pauvreté, l'injustice due au manque de réadaptation et de leur accès à l'éducation, à la santé, au travail et à la participation politique. Donc il faut parler de l'autonomisation économique, l'autonomisation sociale, l'autonomisation politique. Donc cette exclusion ou bien cette répartition inégalitaire bloque donc les perspectives économiques de développement et la modernisation de notre économie et de notre société. Parallèlement, cette situation, le centre de gravité des études économiques aujourd'hui
si la population et le développement est passé de la réduction de la variable démographique à un simple indice affectant négativement la croissance, dans l'analyse malthusienne est positive, selon la théorie du capital humain, à la structure par âge. C'est-à-dire les économistes du 18e, 19e siècle, même 20e siècle, traitaient la croissance économique et démographique comme un paramètre N, exogène. Dans l'analyse économique, il y a bien sûr l'étude c'est les fécondités par Becker, il y a l'approche du capital humain développée par Schultz, Menser, après Lucas. Mais pour la première fois, avec la nouvelle approche de l'économie générationnelle, qu'on intègre effectivement l'analyse démographique, les aspects démographiques dans l'analyse économique à travers l'approche NTA, c'est-à-dire comment mesurer l'effet du changement de la structure démographique sur la croissance économique. Et ça, c'est la nouvelle approche qui représente le fondement théorique des NTA et de l'économie générationnelle. Donc, on va essayer de présenter les déterminants de l'autonomisation économique des femmes et quels sont les canaux de transmission des effets de cette autonomisation sur la croissance économique. Le mot autonomisation, en réalité, c'est un mot qui ne traduit pas parfaitement le mot empowerment. Le mot en anglais, c'est empowerment, qui a plusieurs sens. Et donc, en français, on utilise autonomisation, et en arabe, on utilise temkin. En réalité, empowerment n'a pas le sens de temkin et n'a pas le sens d'autonomisation. C'est un autre sens peut-être, mais généralement, dans notre compréhension, c'est la prise en compte de la relation entre les hommes et les femmes dans la sphère du pouvoir. C'est l'approche qui permet de supprimer tous les obstacles à l'accès des femmes à leurs droits. C'est la procédure par laquelle les femmes ont plus de pouvoir pour avoir le contrôle de la responsabilité collective de leur travail pour améliorer la performance. Généralement, la définition la plus utilisée pour l'autonomisation des femmes, c'est le processus par lequel les femmes peuvent passer d'une position de pouvoir économique inférieure à une position économique et financière de base, à savoir les salaires, donc une position supérieure, caractérisée par des salaires, les capitaux, les biens en nature, ce qui lui assure en premier degré l'autonomisation matérielle directe. Ça, c'est l'autonomisation économique des femmes. Il faut consulter, voir notre société. La plupart des actifs sont possédés par les hommes. Malheureusement, dans certains pays islamiques, même arabes, il empêche les femmes de prendre leur part de l'héritage. Alors que ça, c'est contraire à la religion. Et parle de la religion. Non, ça, c'est contraire à la religion. C'est l'islam qui assure l'autonomisation réelle des femmes. Mais c'est une autonomisation responsable. Ce n'est pas comme ce que proposent certains, ce sont des autorisations aveugles qui n'ont pas de repère. Donc, pour voir le chemin parcouru par les femmes pour réaliser l'autonomisation, on peut par exemple voir les liens entre le revenu et l'emploi des femmes. On constate qu'au début, le revenu est faible et le temps consacré par les femmes est élevé. Elles travaillent beaucoup à la maison, mais ils ne gagnent rien. Pourquoi? Parce que bien les femmes sont obligées même à sortir pour travailler, mais ils ne trouvent pas le travail, donc il n'y a pas de protection sociale pour les femmes. Mais au cours du temps, si le revenu commence à augmenter, soit lié à son activité ou bien l'activité de l'un des membres de la famille, si le revenu augmente, le temps consacré au travail à l'étranger, à l'extérieur de la maison, diminue plutôt. Et les temps sont
creux si à un niveau donné. Donc il y a un point C où la femme préfère de travailler à la maison, rester à la maison, si son revenu est élevé. Mais dans le deuxième côté, avec l'amélioration du niveau de l'éducation des femmes, la femme cette fois-ci préfère travailler plus et gagner plus. Et ça n'est pas contradictoire avec son travail à la maison parce que avec la nouvelle technologie, elle peut travailler à partir de sa maison. C'est pour cela qu'on peut dire que la nouvelle technologie d'information représente un vecteur principal pour l'autonomisation des femmes. Parce qu'il permet, ce n'est pas seulement en termes d'éducation, de formation, mais également en termes d'emploi. La femme peut gérer son entreprise, peut gérer son bureau à partir de sa maison. Et donc ça réduit les conflits et les clivages entre toujours travailler à la maison pour protéger ses enfants et assurer les services à la maison ou bien travailler à l'extérieur. Généralement, on peut dire que l'autonomisation des femmes est déterminée par 4 facteurs essentiels. Premièrement, c'est l'éducation. C'est l'éducation qui permet aux femmes de connaître leurs droits et également de développer, maîtriser une spécialité donnée ou un travail donné et devenir concurrentiel. C'est-à-dire qu'elles peuvent participer au travail comme les hommes. Et ils postulent au concours, Donc, le deuxième élément, la santé. La santé également représente un déterminant principal. Il y a la santé reproductive, il y a la santé sexuelle, il y a la santé d'une manière générale. C'est un élément extrêmement important. Malheureusement, dans la société traditionnelle, les femmes, elles sont là seulement pour donner naissance à des enfants rapides. Donc, il y a un enfant, et comme il n'y a pas ne respecte pas la santé reproductive, la femme peut avoir plusieurs enfants à courte durée, c'est-à-dire qu'il ne donne pas la chance à chaque enfant de passer 2 ans au moins pour assurer le droit de cet enfant et en même temps protéger la santé de la femme également. Il y a l'emploi. Troisième élément, c'est l'emploi et la participation à la vie économique. Et le quatrième élément, c'est la prise de décision. Également, c'est un partenaire à l'homme dans la prise de décision et surtout également la participation de la vie politique. Ce sont les critères qui nous permettent de savoir pour juger est-ce que la femme est autonome. Dans une société, il faut voir son niveau en éducation, son accès à la santé, son accès à l'emploi et également sa participation à la prise de décision. Ce sont les éléments qu'on peut les tester dans le contexte mauritanien pour juger la situation en Mauritanie. La question qui se pose actuellement, si les décideurs économiques, par exemple le ministère de l'économie, nous pose la question quels sont les intérêts économiques, moi je ne parle pas du social, je parle de l'économie, quels sont comment justifier l'investissement dans l'autonomisation des femmes. Premièrement, c'est la baisse de la fertilité. Parce qu'une fois les femmes travaillent, femme fait le master, le doctorat, travaille, ça va réduire également le nombre d'enfants par famille. Donc, il va développer également l'espacement des naissances, etc. Donc, pour faire le bilan, le trade-off ou bien l'arbitrage entre travailler, suivre l'éducation et également trouver des enfants. Donc, c'est-à-dire que les études empiriques montrent qu'un enfant de moins par femme pour 3 années d'éducation supplémentaire. C'est-à-dire une femme qui passe 3 années supplémentaires, ça réduit le nombre d'enfants. Et également, il y a le meilleur résultat en santé de la reproduction. Il y a une probabilité plus élevée de rechercher des soins anténataux
approprié d'accoucher avec un personnel qualifié, d'utiliser l'espacement de naissance. D'un autre côté, je pense que la planification familiale n'est pas adéquate. On parle plutôt de l'espacement de naissance. معناها الحد من النسل حرام ولكن تباعد الولادات جائز. Donc, si on fait l'investissement dans les consultations prénatales, également assurer un accouchement avec assistance, l'essentiel ce n'est pas de trouver des enfants, mais également des enfants en bonne santé. Réduire le taux de mortalité des enfants infantiles. Si vous demandez à vos parents, vos pères ou mères, chacun il a un frère ou une sœur décédé à l'âge d'un an ou de 2 ans dans notre société. Également, il y a la meilleure nutrition des enfants et également la vaccination. Ça, il y a les mortalités évitables par la vaccination. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui ne sont pas visibles matériellement, mais ça appartient aux santé préventives. Et prévenir, comme vous le savez, vaut mieux que guérir. Également, investir dans l'autonomisation des femmes pour augmenter de revenus, c'est-à-dire les salaires plus élevés pour chaque année supplémentaire d'éducation des filles. Il y a les avantages également. Il y a une forte corrélation entre l'éducation des mères et celle de leurs enfants. Et comme vous le savez, l'investissement dans l'éducation augmente la productivité, améliore la santé. C'est le seul investissement qui a plusieurs retombées positives partout, qui touche tous les secteurs. Avec chaque année de scolarisation additionnelle également, les taux de croissance du PIB augmentent parce que la productivité des femmes augmente. Donc, après avoir présenté l'autonomisation des femmes, les déterminants de cette autonomisation et quelles sont également les raisons derrière l'investissement dans l'autonomisation des femmes, on va voir quelle est l'implication de ça sur la croissance économique. Pour mesurer cet effet, on doit traiter ce qu'on appelle le dividende démographique. Le dividende démographique, c'est la croissance économique liée à la modification de la structure de la population. C'est-à-dire un pays qui connaît une transition démographique, ça améliore la productivité, augmente la partie de la population âgée active et donc augmente le nombre de personnes qui génèrent de revenus et réduit par conséquent le nombre de personnes qui sont dépendantes. La baisse de fécondité au niveau microéconomique pendant une génération se traduit par une croissance économique possible au niveau macro, avec l'émergence d'une grande partie de la population. C'est comme l'éducation, également la fécondité, c'est une décision individuelle. C'est-à-dire qu'une décision au niveau microéconomique peut affecter la performance au niveau macroéconomique. Selon Lee et Masson en 2006, ça parmi les auteurs principaux dans le domaine de l'économie générationnelle et du dividende démographique, le fait du changement dans la structure par âge peut être décomposé en des dividendes. Maintenant, il y a un premier dividende, il y a un deuxième dividende. Il y a un dividende direct, il y a un dividende indirect. Le premier dividende direct, ses effets augmentent avec l'accroissement de la population active par rapport à la population totale. Donc, suite à la transition démographique, la population active, le nombre augmente par rapport à la population totale. Fadlou? Oui. Fadlou. Non, Fadlou. C'est ouvert. Donc, ça c'est donc le premier dividende.
ces effets augmentent avec l'accroissement de la population active par rapport à la population totale. Parce qu'on va voir le nombre de gens qui génèrent des revenus divisé par les gens dépendants et ça va augmenter la croissance économique. Le deuxième dividende apparaît lorsque le changement de la structure des âges crée un espace pour l'épargne et conduit donc à un investissement accru dans le capital humain et en physique. C'est-à-dire ça apparaît dans le deuxième. Donc dans le cycle de vie, nous avons au début il y a le jeunesse, et après il y a vieillesse. Et donc c'est-à-dire que le premier touche la courbe en amont et l'autre touche ça en aval. Donc pour le dividende démographique commence à partir de la baisse du taux de mortalité. Donc avec l'amélioration des conditions sanitaires, on assiste à une diminution du taux de mortalité, mais le taux de natalité reste toujours élevé. Donc le taux de natalité reste toujours élevé, mais le taux de mortalité diminue. Donc l'indice de fécondité continue son allure croissante. La mortalité diminue, mais la naissance, donc toujours la fécondité continue à augmenter. Mais si la tendance continue, il y a également, avec l'espacement de naissance, etc., le nombre également, la fécondité va diminuer. Mais il y a une baisse graduelle. Et ça, si la fécondité diminue, la population active augmente. C'est-à-dire le nombre de populations qui entrent diminue et ça augmente la population active. Et si le nombre de populations augmente, ça diminue les taux de dépendance. Imaginez par exemple en Mauritanie, vous trouvez par exemple une seule personne qui touche 100 000 ouguiya et lui, mais dans cette famille, il y a une seule source de revenus, il y a une seule personne qui touche un revenu, mais il y a 12 personnes qui sont consommateurs. Si par exemple la famille, le nombre de gens qui travaillent, la famille augmente à 3 ou 4, ça va réduire donc les charges sur chacun. Et ça va améliorer l'accumulation du capital et va augmenter la croissance économique, ainsi de suite. Donc, mais le passage d'une mortalité faible après mortalité faible, natalité faible, ça ne peut être fait automatiquement. Il faut des mesures de politique, des mesures d'accompagnement. Il faut des politiques appropriées dans le domaine de la population, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé pour assurer cette transition qui est lente actuellement. Et également, donc dans le deuxième, donc pour également transformer ou bien saisir cette transformation démographique en termes économiques, il faut également adopter des politiques économiques, sociales, etc. pour bénéficier ou bien capturer ce qu'on appelle le dividende démographique. Donc, à partir de la diminution des taux de dépendance, c'est le moment où on parle d'une ouverture d'une fenêtre démographique. Donc, la fenêtre démographique est ouverte une fois où le taux de dépendance diminue. Ça, donc, dans la littérature, ça montre les publications récentes sur l'impact du dividende, du changement démographique sur la croissance économique et sur la pauvreté. Il y a des articles, ça sont des articles de référence. L'article de Wei Yu, de Cruz Ahmed, etc. Donc, cette fenêtre permet par exemple d'investir dans l'emploi au début, dans la santé, mais également dans la microfinance, dans les projets, de financer des projets pour assurer la croissance économique. Ça, c'est les canaux de transmission de l'effet de la fenêtre démographique sur la croissance économique. Il y a une étude de la Banque mondiale qui montre que la fenêtre démographique a contribué à elle seule à 25 à 40% des miracles asiatiques. C'est-à-dire que ce développement économique dans les pays asiatiques est lié en grande partie à cette fenêtre démographique. L'augmentation du niveau d'éducation, l'augmentation de l'âge au mariage et la poursuite de l'emploi après le mariage ont accru la participation des femmes au marché du travail.
Et ce sont les éléments qui font partie actuellement de notre politique publique. Il y a Barousse et autres en 2000 qui ont fait une étude sur des données brésiliennes qui montrent que la baisse de fécondité a entraîné une augmentation de la croissance de 0,7%. La même tendance a été également observée dans une étude sur le cas du Mexique. En Afrique, la fécondité est en baisse, mais reste élevée. Le niveau est très élevé, donc de passe 5, mais il y a une tendance à la baisse. Cruz et Ahmed ont conclu qu'une augmentation de 1% du ratio de la population active s'accompagnait d'une hausse de 1,6% de la croissance de la production individuelle et qu'une baisse de 1% des ratios de dépendance était associée à une augmentation de 0,5% et également à une réduction de 0,34% du taux de pauvreté. Et c'est normal. Si vous avez 1000 ouguiya divisé par 2 personnes, ce n'est pas comme 1000 ouguiya divisé par 5 personnes. Le premier dividende peut durer des décennies, mais il est transitoire par nature. C'est-à-dire qu'il faut, le dividende d'opportunité est là, mais il faut des politiques économiques, politiques sociales, des politiques démographiques pour assurer la capture de ces dividendes démographiques. Lee et Masson, en 2007, montre que les changements dans la structure d'âge affectent positivement la croissance économique de revenus de Taïwan. Idem également pour la Chine. Wei Hao, 2010 également, ont montré que cet effet également est prononcé dans les provinces plus ouvertes aux forces du marché. Le dividende réduit la pauvreté et l'inégalité. Il y a des études qui montrent que, par exemple, qu'il y a une corrélation directe entre la taille de la famille et la pauvreté. Et donc c'est un sujet, en tout cas, qui mérite d'être approfondi dans notre contexte. Donc, pour conclure, l'utilisation et l'exploitation des dividendes démographiques ne sont pas automatiques, mais exigent des politiques sociales, environnementales saines, durables, globales et inclusives qui durent dans le temps. Il faut également revoir les comptes nationaux pour prendre en considération la contribution des femmes et les conditions de leur autonomisation, c'est-à-dire revoir le calcul du PIB, préparer des budgets sensibles au genre, évaluer également les politiques publiques, est-ce qu'ils intègrent dans le processus de planification également l'aspect genre et l'aspect dividende démographique, fournir des services d'éducation et de santé au niveau des qualités requis. L'essentiel, ce n'est pas de passer 2 années ou 3 années sur le banc, l'essentiel également une formation de qualité, surtout dans notre contexte actuel. Formaliser l'économie de région. Et je pense que dans notre contexte actuellement, avec la régionalisation, donc on peut avancer rapidement dans le contexte régional, avec les conseillers régionaux, avec le développement régional, avec la gestion de proximité, donc pour assurer la participation des femmes. En réalité, personnellement, je pense que la situation des femmes en Mauritanie on ne parle pas d'une seule situation. Ça dépend des wilayas, ça dépend des ethnies, ça dépend des contextes historiques. C'est-à-dire qu'il y a des fois qu'on ne parle pas d'une femme, on parle des situations des femmes. Et qui est vraiment, il faut les traiter. Et donc, si on fait une politique dans le cadre régional, on peut saisir la particularité au niveau de chaque région. Par exemple, dans certaines régions, il y a plus de polygamie, il y a plus de traitement des femmes négatives, des traditions également qui méritent d'être envoyées à la retraite, et d'autres qui sont avancées. L'inclusion financière des femmes à travers les produits de finance islamique. Actuellement, le finance islamique qui introduit le riba et l'arar également représente un outil qui permet d'assurer l'autonomisation des femmes à travers la microfinance qui se trouve dans les localités. Également, il y a le zakat, il y a Qard al-Hassan. Et donc, il y a plusieurs instruments de finance islamique qui peuvent être plus adéquats avec les femmes que les produits de finance classiques.
Et notre pays maintenant envisage la création d'une institution de zakat, une agence de zakat, et peut-être peut prendre ça en considération parce que le premier destinataire, c'est les pauvres, et la pauvreté, c'est une pauvreté en réalité partout, mais féminine par excellence. Déployer également des efforts pour changer les mentalités et rompre avec les coutumes qui sont biaisées contre les femmes et contre la loi islamique. Il faut toujours séparer ce qui appartient à l'islam et ce qui appartient à la tradition. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas utiliser la conformité avec l'islam comme une prédilection pour empêcher les femmes d'exprimer ses idées, de travailler, de vivre tranquillement dans sa société. Ça n'est pas l'islam. L'islam, c'est la religion de l'équité, de transparence, de tout ce qui est bon. S'il y a une chose qui n'est pas bonne, ça n'appartient pas à l'islam. C'est peut-être sont des traditions qui prennent comme voile l'islam. Voilà, donc ça sont des idées rapides sur l'autonomisation des femmes. Et si vous avez des questions ou des idées à enrichir, en attendant de commencer de passer à la deuxième présentation d'un ouvrage. Donc notre unité, depuis, ça fait une semaine, on a décidé de consacrer chaque samedi, quelle que soit l'activité, un professeur invité, une présentation en économétrie, mais également une lecture d'un ouvrage quelconque, surtout un ouvrage récent. Et notre collègue Soumeya va présenter un document sur le développement en Afrique, vient d'être publié par la Banque mondiale. C'est-à-dire pour essayer de comprendre un peu cette autonomisation des femmes à partir de la dividende démographique. Donc, à travers l'exposé, j'ai compris que c'est un modèle qui a été bâti dans les pays asiatiques. Donc, ces pays asiatiques où on sait qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils ont une croissance de la population. Donc, ils se sont dit que leur croissance économique peut être basée vraiment sur l'accroissement de la population. Donc la question que je suis en train de me poser, est-ce que ce même modèle est réplicable chez nous? Sachant que, vous l'avez dit, en Afrique, certes, on a une démographie qui baisse, ou bien une natalité qui baisse, mais que la démographie est en train d'augmenter par rapport aux autres continents. Mais est-ce que, compte tenu de notre pays, par exemple, où l'économie n'est pas basée sur la production, parce que nous, notre économie n'est pas une économie primaire, où on a une économie qui est semi-industrielle, donc c'est-à-dire que ce n'est pas la main-d'œuvre qui travaille vraiment, c'est-à-dire que ce n'est pas une économie basée donc, sur la main-d'œuvre. Est-ce que notre économie peut être basée sur cette dividende démographique? Nous avons une population. Chaque année, il y a de nouveau-nés, si on arrive à réduire le nombre de nouveau-nés, c'est-à-dire la partie qui se trouve au milieu va augmenter. Et donc, la force motrice de l'économie, c'est la population entre, par exemple, 15, 60 ans ou 64 ans. C'est pour cela, dans le dividende démographique, on parle plutôt de ce qu'on appelle le coefficient de soutien, ou bien ce qu'on appelle le soutien démographique, ou le ratio de soutien économique, au lieu de ratio de taux de dépendance. La dépendance, c'est le nombre de gens actifs divisé par le nombre de populations qui sont inférieures à 15 ans, plus le nombre qui sont supérieurs à 64 ans. N'est-ce pas? Alors que l'approche du dividende démographique, c'est plutôt, nous avons le taux effectif de travailleurs sur le taux effectif de consommateurs.
Si par exemple ce ratio est égal à 40%, il y a 40% qui assurent, 40 personnes qui assurent, qui financent le reste, c'est-à-dire le 100. C'est-à-dire il y a 40 travailleurs, mais il y a 100 consommateurs. Si on arrive à augmenter le nombre de travailleurs effectifs, c'est-à-dire on augmente le revenu et on augmente la croissance économique. Le principe de ce modèle est valable pour l'Afrique, pour l'Asie. Ce n'est pas seulement l'Asie qui a connu ce développement, mais également le cas de la Chine. C'est le cas de l'Afrique, plutôt de l'Amérique latine. Il y a les pays également qui ont réalisé une avancée économique liée à cette croissance démographique. Actuellement, en Afrique, il y a une transition démographique qui est lente, mais on commence également à avoir ses intérêts sur l'économie. Vous avez dit également que est-ce que notre économie peut bénéficier de ce dividende démographique, étant donné que notre économie n'est pas basée sur le secteur productif. Moi, je pense le contraire. L'économie des pays développés est basée sur la consommation. La croissance, par exemple, en France, est tirée par la consommation. Alors que nous, c'est tiré par le secteur productif. Ces Suèdes sont en train de chercher ce qu'on appelle evidence-based de certaines interventions. Nous avons actuellement la distribution des bourses pour les femmes, les filles pauvres. Il y a la distribution des bus pour assurer le transport de ces filles qui habitent très loin de l'école à l'intérieur du pays. Il y a également la préparation des cours, des exercices corrigés pour les étudiants qui font les écoles, le brevet et baccalauréat, et également l'organisation des cours de soutien. Il y a des projets liés au financement de certains projets dans le cadre des AGR, en se basant sur les créneaux porteurs dans chaque région. C'est-à-dire actuellement, on est en train d'examiner est-ce que ces politiques sont efficaces dans notre contexte. Et ces modèles ont été introduits à travers des essais randomisés. Et on fait l'objet d'une évaluation et nous avons constaté que, par exemple, dans la région de l'Houd Sharqi et dans l'Houd Darbi, dans les zones de Brakna et Guidimaka, nous avons choisi des localités où l'État, ou bien le projet souhaite à intervenir. C'est-à-dire qu'il a financé de donner des bourses, distribuer également des bus, des cours pour les étudiantes. Mais il y a d'autres localités similaires qui n'ont pas bénéficié de ces interventions. Et à la fin de l'année, nous avons trouvé que les localités qui ont bénéficié de l'intervention enregistrent un taux de réussite au baccalauréat, au brevet supérieur au taux réalisé dans les autres. On ne peut pas dire que ça est lié à 100% à ces interventions parce qu'il y a d'autres facteurs. Mais avant d'intervenir, nous avons essayé de voir, de comparer les moyennes entre les villages pour assurer la comparabilité. Donc la comparabilité existe. Donc la différence entre les deux peut être attribuée à l'intervention du SWAT. C'est vrai qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent affecter. Par exemple, il y a un autre projet qui est lancé dans les mêmes localités qui peut affecter l'analyse. Mais généralement, si on arrive à voir que les bénéficiaires des interventions dans les 4 wilayas enregistrent un taux de réussite plus élevé que les autres, ça montre que les interventions sont efficaces. Il y a également le projet, c'est-à-dire pour chaque wilaya, je pense, il y a 600 femmes qui ont bénéficié de ce financement selon la spécificité des régions. Est-ce que la région c'est agricole ou bien de l'élevage ou une autre activité? Est-ce que ces projets sont rentables? Est-ce qu'ils sont durables dans le temps? Est-ce qu'ils existent toujours? Est-ce qu'ils arrivent à employer des gens? Ça, c'est parmi les facteurs. Il y a également d'autres interventions qui essayent toujours de créer ce qu'on appelle les espaces sûrs pour éduquer les filles. C'est-à-dire on fait
de présentation sur également les droits de l'homme, sur les principes d'entrepreneuriat et sur également ces espaces c'est pour les filles et les femmes. Parfois, les femmes elles souffrent d'un problème et ils ne peuvent pas discuter ça avec sa famille. Et donc, on crée un espace sûr que par exemple, pour cette fille, pour exprimer, de parler de son problème et également voir des conseils qui peuvent résoudre ce problème. Ça mérite d'être évalué. Jusqu'à présent, ne fait pas partie de l'évaluation. Donc, la question de dividende démographique, c'est de chercher de rendre l'augmentation de la population même productive. Au début, on a assisté à un taux de mortalité élevé et un taux de natalité élevé. تعرفون مجتمعنا كانت المرأة تتزوج من عمالة ساعمة وكانت la société elle considère que ça c'est un signe de beauté ou attire, donc il y a plusieurs facteurs, mais la femme mariée avec 8 ans, 9 ans, sa fécondité est élevée, elle va produire plus d'enfants, mais la société elle sait qu'il y a des enfants qui vont mourir, au moins s'il y a des enfants qui restent. C'est augmenter la probabilité de trouver des enfants qui restent, parce que le taux de mortalité est très élevé. Mais aujourd'hui, avec la santé, donc le taux de mortalité, donc après l'intervention des services de santé, la vaccination, etc., donc le taux de natalité reste élevé, mais le taux de mortalité a baissé. Mais la troisième phase qui est maintenant, le taux de mortalité continue à baisser, mais également le taux de natalité commence à diminuer. Parce que les femmes commencent à faire ses études, elles n'acceptent pas le mariage à 8 ans ou 9 ans, elles font les licences, le master, le doctorat, elles travaillent, il y a également des difficultés de mariage, et donc ce qui retarde l'âge de mariage et également l'âge de grossesse. Et ça commence à générer, donc à diminuer le taux de natalité. Donc on parle d'une transition démographique qui commence par mortalité élevée, natalité élevée, mortalité faible, natalité élevée, faible et mortalité faible. Et ça, c'est la phase qui caractérise la capture du dividende démographique. Si on réduit, par exemple, les enfants de moins de 5 ans, c'est-à-dire si on reporte le mariage, c'est-à-dire on réduit le nombre d'enfants qui naissent. Et dans ce cas, on donne plus de chances aux gens qui sont dans l'âge de travailler, de produire, etc. Et donc, dans ce cas, si on assure également l'accès aux femmes, أنا شفت مرة واحد متخلف يتكلم يقول علينا قاع سبب البطالة موريتانيا إلا شقلة العلايات ومعدة قاع العلايات ما يعرف مستقبل. Donc, معناها على si les gens travaillent au lieu de trouver وهذا on le voit. أنا أعرف عائلات كانت تعود فقيرة الفقر المدقع، على الأقل العائلة يعود فيها معلمين هلازة، يعود فيها sages-femmes, infirmières. Ça commence à améliorer. Il y a plusieurs personnes, alors que dans la vie, notre société classique, il y a une seule personne qui gère cette famille et qui est responsable 100% économiquement. Et c'est pour cela toujours il y a la pauvreté. Parce qu'il ne peut pas répondre aux besoins, il ne peut pas assurer une formation de qualité.